C'est une session qui doit nous conduire jusqu'à 12h30. On tâchera de se tenir à cet horaire. Je demanderai donc à chacun des communicants, bien entendu, de tenir de manière stricte le cadre des 20 minutes imparties, de telle sorte à laisser le temps maximal possible pour la discussion. La session bénéficie, si on peut dire malheureusement, du désistement d'un des intervenants, Frédéric Guyon, qui est dans notre programme, qui n'est pas présent malheureusement ce matin. Si bien qu'on procédera finalement en deux temps, 3 communications tout d'abord, qui seront suivies d'un débat avec une pause à 10h30. Puis les 2 communications suivantes avec un second débat qui permettra, dans l'idéal, même d'englober également les premières. N'oubliez pas les premières dans le débat conclusif, puisque finalement cette session constitue un tout relativement homogène. Et j'inviterai éventuellement chacun des intervenants à bien sûr rester mobilisé jusqu'à 12h30. Voilà pour ce qui est du timing. Pour ce qui est de la thématique, les espaces emblématiques selon le programme, vous allez le voir, nous allons l'entendre, nous avons là une continuation de quelques éléments qui ont été esquissés hier, à savoir la mise en évidence de certains territoires, soit qu'ils aient été nommément identifiés par des processus de classement, de protection de l'environnement, des parcs nationaux, des réserves de biosphère, soit que ces territoires aient été également valorisés par des pratiques, notamment des pratiques écotouristiques. Donc voilà un petit peu le fil directeur, le lien qui va permettre de réunir les communications de ce matin, que cette mise en évidence par des labels, par des pratiques de territoires dans lesquels le capital environnemental sont donc effectivement actualisés. Donc sans plus tarder, je propose donc de commencer en cédant la parole à Ludovic Ginelli, de l'IRSTEA, c'est bien ça? Oui, qui représente également Bruno Bouet, Marie Delèvre. Je pense que vous allez l'introduire vous-même. Oui. Je vous cède la parole pour 20 minutes. Merci. Je vais vous proposer là une réflexion sur interroger est-ce qu'on peut parler de reconnaissance d'un capital environnemental autochtone dans les parcs nationaux à la française. Aujourd'hui, je me fais le porte-parole d'une réflexion qui est vraiment à 3, qui est issue de Valérie Delèvre, qui travaille essentiellement sur la question des inégalités environnementales dans les espaces protégés, les parcs nationaux, de Bruno Bouet, qui entame une thèse sous sa direction et qui s'interroge sur la reconnaissance de l'autochtonie dans les parcs nationaux. Et la 3e brique vient de mes propres travaux qui portent plus sur la question de l'écologisation dans les espaces protégés. Et donc, c'est partant de là qu'on a amené à cette réflexion. Donc, quelques éléments de contexte qui nous ont amenés au questionnement. Sur le contexte, les premiers parcs nationaux, historiquement, ont pu être interprétés comme étant largement érigés contre les populations locales. Et à contrario, depuis la réforme de 2006 des parcs nationaux, on a un retour et une prise en compte du local qui est beaucoup plus marqué, du fait de dispositifs de concertation, d'un rôle plus grand des élus locaux dans les parcs nationaux et de la mise en place de nouvelles instances. Ceci nous a amené à formuler le questionnement suivant. Est-ce qu'on peut dire qu'on est passé historiquement du déni à la pleine reconnaissance du local dans les parcs nationaux? Alors l'hypothèse, elle pose de questions, mais elle est celle d'une progressive reconnaissance d'un capital environnemental des usagers locaux dans les parcs nationaux, capital environnemental dont l'autochtonie serait constitutive, c'est-à-dire serait un socle important. Pour autant, une telle hypothèse pose beaucoup de questions. Quels acteurs parviennent à faire valoir un tel capital pour participer, voire pour peser dans les décisions sur les parcs nationaux, et surtout à partir de quelles ressources? Notre réflexion, elle va s'appuyer sur 2 cas d'études qui sont inégalement avancés, qui sont ceux du parc national des Calanques et celui de la Réunion. Il s'agit de parcs nationaux récemment créés. Ces questions de capital environnemental autochtone se posent avec acuité sur ces terrains et, semble-t-il, trouvent des réponses contrastées. Je suis assez prudent puisque
autant le cas des Calanques est un projet qui est allé à son terme, autant l'étude du Parc national de la Réunion est réalisée dans le cadre d'un projet qui débute. Mais avant donc de mettre cette hypothèse à l'épreuve des terrains, il nous a semblé indispensable de poser quelques jalons à propos des différentes conceptions de l'autochtonie, telle qu'elle a émergé dans les années 80, et de préciser laquelle de ces conceptions nous a amené à construire la notion de capital environnemental autochtone. Donc quelques jalons pour penser l'autochtonie. Dans sa définition la plus connue au plan international, elle renvoie plutôt à une définition juridique et onusienne en fait, d'une revendication des peuples autochtones à être reconnus et à disposer librement d'eux-mêmes. Dans ce processus historique, la Convention sur la diversité biologique de 1992 est un moment important parce qu'elle associe à la protection de ces minorités dominées la rhétorique de la vertu écologique de ces populations autochtones. Donc là, on a une rencontre de deux mouvements. Pour autant, cette version juridique et onusienne est assez débattue. Elle a un côté normatif et elle n'est pas partout pertinente. Par exemple, à La Réunion, sur un de nos terrains, où un système colonial s'est implanté, bien qu'aucun peuple établi au préalable n'ait été colonisé, aucun groupe en fait ne pourrait revendiquer son autochtonie selon cette définition. Et donc c'est pourquoi en anthropologie, l'autochtonie fait débat, et certains auteurs soulignent les périls de l'universalité d'un tel concept. Donc ça c'est pour l'approche de l'autochtonie la plus connue. C'est pas celle qui nous a aidé, que nous avons mobilisé le plus. En sociologie, l'autochtonie est également associée au rapport de domination, mais cette fois-ci de classe. Elle est moins définie par rapport à l'antériorité à la diversité des cultures. Elle est avant tout pensée comme une forme spécifique de capital, donc dans le prolongement de la théorie de Bourdieu. Et c'est notamment avec cette notion de capital d'autochtonie, qui date elle aussi des années 80, mais qui a une visibilité beaucoup plus discrète que l'autochtonie au sens anthropologique. Donc le capital d'autochtonie a été introduit par Boson et Champerodon en 1980 et développé et stabilisé surtout par Retière en 2003 et prolongé par toute une série de travaux récents, plus ou moins empreints quand même d'une approche bourdieusienne aussi. Donc dans ce cadre-là, l'autochtonie est envisagée comme une construction indissociable d'un rapport social et elle suppose des ressources susceptibles d'être capitalisées. Les ressources d'autochtonie sont constituées sur un territoire singulier à partir de relations interpersonnelles, de la connaissance des lieux et elles sont aussi construites dans le temps. Elles sont revendiquées par des individus qui appartiennent à des catégories sociales défavorisées dont elles compenseraient le déficit en capital culturel ou économique. Ça, c'est peut-être un aspect important et assez original par rapport aux conceptions qu'on a vues hier. Chez Retière, qui travaille sur les cités ouvrières, elles opéreraient en contre-pouvoir, à condition d'être cependant reconnues par les dominants, donc les autorités locales. Et cette même conception a été développée plus récemment par Banos et Kando, à propos des agriculteurs en Dordogne qui accueillent à la ferme des touristes citadins qui ont généralement des ressources socioculturelles plus importantes. Et donc dans cette conception-là, ces ressources constituent un capital qui permettrait d'accéder soit à des sphères de pouvoir local, voilà, c'est essentiellement ça, des sphères de pouvoir local ou des responsabilités dans le domaine associatif. Ce qui est important aussi à retenir, c'est que l'autochtonie est bien un rapport social qui écarte quand même du processus de reconnaissance certains individus pourtant résidents de longue date. Pour prendre l'exemple de Retière, par exemple, il montrait que parmi les ouvriers, c'était les dominants parmi les ouvriers qui parvenaient à s'arroger un capital d'autochtonie. Donc c'est à partir de cette grille-là qu'on a proposé de construire celle de capital environnemental autochtone,
nous avons proposé de le définir comme un capital spécifique que revendiquent certains acteurs habituellement délégitimés sur les scènes des politiques de la nature, c'est-à-dire les usagers qui sont généralement appréhendés comme des sources d'impact sur le milieu. Donc ce capital environnemental autochtone serait constitué de ressources comme l'antériorité des usages, les savoirs locaux, peut-être aussi la mobilisation par des usagers de l'autochtonie au sens de l'ONU, c'est-à-dire dire nous sommes des autochtones, voire des communautés autochtones telles que le définit l'ONU. Et pour autant, comme on est dans des espaces protégés où le registre écologique prévaut, ces ressources d'autochtonie doivent être converties à l'aune de l'écologie et reconnues par les acteurs dominants de ces politiques de la nature, qui sont les services de l'État, les élus, les gestionnaires. On a été amené à s'interroger sur le fait que ce capital environnemental autochtone, il peut avoir des vertus compensatoires, telles que l'a proposé Héritière. Est-ce qu'il n'a pas aussi un caractère cumulatif, donc qui serait plus dans la lignée de ce qu'on a évoqué hier, détenu par une partie des usagers, ce capital environnemental autochtone pourrait être dénié aux autres usagers sur des critères qui relèveraient moins en fait, de l'éco-compatibilité avérée, scientifiquement montrée, et de l'antériorité des usages que en fait, de relations de pouvoir, de la capacité à faire la démonstration d'eux. Les détenteurs de ce capital seraient alors plus vraisemblablement une fraction de la catégorie des usagers les mieux dotés en capitaux socio-économiques et culturels. Si c'était le cas, cela biaiserait assez fortement le processus de reconnaissance de l'autochtonie au sens de l'ONU. Voilà, donc, voilà pour un petit peu les jalons théoriques qu'on a essayé de construire. Et je vais vous présenter maintenant, dans une deuxième partie, comment on s'est un petit peu frotté avec cette grille théorique sur nos deux terrains d'études. Le premier, c'est le parc national des Calanques. J'ai ici proposé une carte, dont nous avons pu observer le processus de création et de concertation de 2009 à 2012. Il se démarque de ses prédécesseurs, les premiers parcs nationaux, par un nouveau contexte législatif et par un aspect assez inédit en France, c'est le caractère périurbain de ce parc. Ce qui est ressorti sur ce terrain, c'est une reconnaissance du local ou de l'autochtonie, donc qui a été assez fortement limitée au public, ce qu'on appelait les publics forts. L'équipe du GIP des Calanques qui préfigurait le parc national en fait est facilement parvenue à faire participer certains usagers mobilisés de longue date pour la protection du site et qui étaient assez fortement dotés en ressources socioculturelles. C'est par exemple le club alpin français, les excursionnistes marseillais, aussi des associations de cabanonniers des Calanques. Et en mobilisant ces usagers les plus visibles dans l'espace public, le principe de reconnaissance des usagers locaux et l'impératif participatif qui était demandé par la nouvelle loi ont rapidement pu être concrétisés. Ce qui ne signifie pas bien entendu que les positions des uns et des autres n'ont pas eu forcément de consensus, mais ça montre aussi qu'en fait ce projet de parc a été discuté uniquement avec certaines catégories d'usagers. On a abouti à l'idée qu'on avait un capital environnemental autochtone qui s'est cristallisé dans la participation et la contestation, avec deux volets. Un aspect où dans les épreuves publiques, les instances de concertation officielles, il s'agissait pour ces usagers les plus visibles, les mieux dotés, de construire en capital une expertise environnementale. C'est-à-dire que lors de la concertation, où le registre écologique a dominé, les usagers qui étaient investis de longue date dans la protection du site ont beaucoup argumenté sur l'éco-compatibilité de leurs usages,
Par exemple, la vie au cabanon sans eau ni électricité était présentée comme du développement durable avant l'heure. Les grimpeurs dans les calanques ont mobilisé leurs propres experts naturalistes et ont rappelé qu'ils ont déséquipé un grand nombre de voies sans attendre le parc national. Les randonneurs ont souligné l'entretien historique des sentiers. Il y a aussi un cas qui était assez intéressant, c'était celui des chasseurs sous-marins, une forme de pêche amateur qui est significative dans les calanques. Et ces usagers-là comptaient parmi leurs rangs leurs propres scientifiques qui pouvaient se référer à la fois à des savoirs d'usage et à des savoirs experts de connaissances sur les écosystèmes et qui ont été en mesure de faire une critique assez fine de la fiabilité des comptages et des modèles scientifiques qui étaient réalisés par leurs collègues et des travaux qui étaient mobilisés par le parc national. Donc, à travers ce cas du parc national des Calanques, on voit que constituer un capital environnemental autochtone suppose de mobiliser des savoirs experts sans pour autant rompre l'attachement avec des savoirs et des appuis locaux d'usage plus classiques. Ce qui apparaît aussi, c'est que cette conversion de capitaux, elle ne se fait pas sans heurts et sans tension au sein des collectifs. Cette conversion, elle reproduit largement la hiérarchie des savoirs, puisque le registre écologique expert prévaut sur les savoirs amateurs. Ce registre-là, il a permis en fait à certains usagers d'accéder aux instances de concertation, de participer à des discussions techniques en leur sein, mais il a eu pour contrepartie de marginaliser encore plus des publics qui étaient classiquement exclus des dispositifs participatifs. C'est-à-dire soit des usagers amateurs, voire des usagers marginalisés qui sont restés sans voix et sans représentants, alors qu'ils étaient déjà peu visibles dans l'espace public local. On peut prendre par exemple le cas des habitants du quartier de la Cayolle, qui est un quartier aux portes du parc national, un quartier qui historiquement a accueilli des populations immigrées en transit et qui donne lieu à une fréquentation des calanques qui est tout aussi ancienne que celle des randonneurs ou des cabanonniers, mais qui s'est trouvée en fait largement disqualifiée et leur fréquentation et leur accès au site a été largement contrôlé. Okay. À La Réunion, nous n'avons pas pu observer cette phase d'élaboration, mais il semblerait que on ait assisté à un processus d'évincement analogue de certains publics. C'est par exemple le rapport de la commission d'enquête qui pointe que le dossier d'enquête publique accuse les inconvénients de sa perfection, qui a conduit à rebuter le public même le plus averti. Voilà pour l'évaluation qui était faite dans le rapport d'enquête publique. L'autre facette de ce capital environnemental autochtone, qui déborde en fait les arènes officielles de la concertation, c'était celui de mobiliser des ressources politiques. Donc dans ce parc national des Calanques, en fait, l'accès au débat et à la prise de décision se sont joués bien au-delà des scènes officielles. La reconnaissance des dimensions culturelles et traditionnelles des usages et la visibilité préalable dans l'espace public ont constitué des ressources importantes, qui étaient détenues par les usagers et les porte-paroles les plus influents, et qui renvoient en fait cette fois directement aux ressources d'autochtonie définies à l'arrêtière. On s'est interrogé sur savoir si ce capital environnemental autochtone dans les calanques était compensatoire ou plutôt cumulatif. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il apparaît, ça c'est vraiment dans la lignée de ce qu'on a pu dire hier, c'est que ni le capital environnemental ni l'autochtonie ne sont des attributs intrinsèques ou inhérents à un espace, à un usage ou une population. On est bien dans une approche constructiviste. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que la dimension environnementale est apparue centrale dans la bataille pour la définition de l'autochtonie dans le parc national des Calanques, avec beaucoup de débats autour de l'exemplarité écologique qui est revendiquée par tous les usagers.
vais essayer d'accélérer un petit peu. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en se prévalant de l'écocompatibilité et du caractère traditionnel de leur pratique, certains usagers, a priori plutôt pointés du doigt dans les parcs nationaux, parviennent à se définir comme les bons usages qui s'opposent à la masse des autres usages et qui obtiennent un traitement préférentiel. Donc, dans ce cas-là, la grille de lecture de Rétière, où on a une fraction dominante d'une catégorie dominée qui parvient à définir un capital autochtone, donc cette grille-là fonctionne. Et pour autant, dans les calanques, ces bons usages traditionnels, avec beaucoup de guillemets, n'appartiennent pas à des catégories sociales défavorisées au plan culturel, comme le sont les ouvriers observés par Rétière par exemple, ou même les agriculteurs observés par Vanos et Tandou. Donc là, dans ce qu'on a pu observer dans les calanques, le capital d'autochtonie est monopolisé plutôt par des catégories sociales favorisées qui arrivent à combiner différentes ressources et même à tirer profit de jeux d'échelle qui sont importants dans ces politiques de la nature. Donc cette grille a plutôt bien fonctionné dans le cas des calanques et on a eu un raisonnement là aussi inductif. On a voulu tester sa généricité à l'occasion notamment en la testant sur un autre terrain qui est celui du Parc national de la Réunion. Ce qui apparaît sur ce terrain-là, donc qui débute, avec lequel je vais prendre vraiment beaucoup de précautions, c'est que au regard de la charte de ce parc national et aussi de quelques enquêtes qu'on a pu mener, c'est l'attractivité et la protection du patrimoine naturel de valeur mondiale, au sens de l'UNESCO par exemple, prévalent beaucoup dans ce parc national, et la reconnaissance d'usagers traditionnels est apparaît de façon beaucoup plus discrète. Par exemple, la randonnée touristique qui draine une clientèle internationale serait beaucoup mieux traitée que les usages locaux, que ce soit le pique-nique, la cueillette, voire même les clubs de randonnée locaux. En termes d'entretien des sentiers, par exemple, il apparaîtrait que les sentiers entretenus sont ceux qui sont empruntés par une clientèle touristique et pas forcément par des usagers locaux. À un niveau plus fin, on peut aussi observer au niveau des sports et loisirs de nature un traitement différentiel. Alors il y a un traitement d'exception entre un événement sportif que vous connaissez peut-être d'envergure mondiale, qui est le Diagonale des Fous ou le Grand Raid. C'est une compétition internationale qui est quasiment érigée en folklore annuel et en vitrine touristique et en support de développement territorial. Elle bénéficie du statut social de ses porte-paroles, qui est par exemple un avocat à la Cour à Saint-Denis, d'un poids économique conséquent et d'un capital social. Donc un traitement un petit peu d'exception, y compris par le Parc national pour cette course-là, et d'autre part des événements sportifs, des courses de nature beaucoup plus modestes, locales, organisées par des municipalités ou des petits clubs locaux, pour lesquels le Parc national en fait impose des critères beaucoup plus stricts. Et finalement, il semblerait que, prisonnier de cette logique, le Parc national ne parvient pas à valoriser en tant que patrimoine culturel ou atout sportif des pratiques locales dont l'impact écologique semble pourtant, dont il n'est pas scientifiquement établi, il est probablement moindre que celui des grandes compétitions sportives. Bon, je vais arriver directement à la conclusion. Je passe sur les éléments qui sont que des hypothèses sur comment expliquer en fait cette grande discrétion a priori du capital environnemental autochtone à La Réunion. Donc ce qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'en dépit d'un contexte législatif plus favorable qu'auparavant à la reconnaissance du local dans les parcs nationaux, on a des situations contrastées entre les Calanques et La Réunion. Sans oublier, donc j'insiste un petit peu, mais que ce sont des résultats provisoires. Qu'est-ce qu'on peut essayer de tirer comme enseignement pour alimenter la discussion sur le capital environnemental?
Ce qu'on peut dire dans les calanques, c'est que les ressources environnementales et d'autochtonie doivent être écologisées au sens d'expertise écologique. Dans cette perspective, dans un parc national, le capital environnemental serait une forme de fort capital culturel, voire un capital scolaire, doublé d'un capital social, parce qu'il suppose à la fois la mobilisation de réseaux politiques et de réseaux experts et des compétences naturalistes assez importantes. Le capital économique, c'est une dimension bien sûr qui est présente, mais elle est indissociable des autres et elle n'est probablement pas première. Je vais passer sur ce point-là. Ce qu'on a voulu montrer aussi, en mobilisant beaucoup cette notion de capital d'autochtonie, on s'inscrit dans une approche critique non écocentrée, un petit peu comme assez voisine de celle qui a été présentée hier en géographie de l'environnement. Et selon nous, une telle approche, elle nécessite de bien caractériser les ressources détenues par les acteurs et le travail en fait, qu'ils opèrent pour tenter de constituer ces ressources en capital environnemental. En fait, ça amène aussi à interroger le postulat de la conversion des capitaux qui est présenté par Bourdieu. Ça a permis de montrer, par exemple, dans les calanques, effectivement une tendance au cumul des différents capitaux, mais sans pour autant retomber dans les pièges d'un déterminisme social total. Sur le terrain des calanques, les usagers ne doivent pas tant leur capital environnemental à une correspondance qui serait systématique entre des capitaux préalables et des positions sociales. Cette constitution d'un capital est davantage liée à un travail politique et cognitif de conversion de leurs ressources pour les rendre conformes au registre attendu dans un parc national. Donc on voit que ce travail-là est déjà peu aisé et déjà conflictuel pour les usagers les mieux dotés, et il se complique vraiment singulièrement pour les usages déjà marginalisés dans les calanques, voire dans certains contextes sociopolitiques particuliers, comme le montrera peut-être le cas réunionnais. Et cette lecture nous amène donc à considérer le capital environnemental comme un capital social spécifique qui se cumule avec d'autres et qui probablement de ce fait est vecteur d'inégalité environnementale. Voilà, merci. Désolé d'avoir un peu débordé.